Bonjour honorable Mamadou Sellou Baldé. Oui, bonjour. Alors, honorable Sellou Baldé est membre du comité de suivi. Le comité de suivi, ça devient un peu ancien, comme vous me le disiez tout à l'heure en off. On ne sait pas si le comité il est actif ou pas. Où en êtes-vous avec tout ce que vous êtes entendu, vous, partie prenante des élections, du processus électoral dans notre pays au sein du comité de suivi? Bon, disons que le comité de suivi, ça fait très longtemps qu'on ne se retrouve pas. Vous savez que le comité de suivi a été mis en place après l'accord politique du 12 octobre 2016, la signature de l'accord. Le comité de suivi doit fonctionner jusqu'après l'organisation des élections législatives. Et vous savez qu'après les élections communales, ça fait pris un temps, le comité ne s'est pas retrouvé. Et quand la CENI a voulu présenter un peu la synthèse des recommandations de l'audit du fichier électoral, nous avons repris nos séances au niveau du comité de suivi. Nous avons eu 2 sessions et depuis la retraite de Kindia, le comité de suivi ne s'est pas retrouvé jusqu'à maintenant. La deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est sur Kindia. Vous étiez à Kindia avec beaucoup de représentants d'autres formations politiques, avec la CENI. Cette retraite de la CENI à Kindia n'a presque pas produit grand-chose parce qu'on s'attendait à ce qu'on soit situé sur une date concernant l'élection législative. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous-même, vous avez dénoncé beaucoup d'anomalies au niveau de cette retraite-là de la CENI à Kindia. Oui, disons que oui, justement parce que les parties prenantes au processus électoral sont sorties de Kindia avec des points de vue très divergents par rapport à un certain nombre de choses, notamment la question liée à la mise en œuvre des recommandations de l'audit du fichier électoral. La CENI avait un autre schéma et nous, de notre côté, nous étions attachés à la mise en œuvre des recommandations telles que formulées par le comité d'experts, parce que vous savez que c'est un comité d'experts composé de l'OIF, de la francophonie, je voulais dire, l'OIF, des Nations Unies et puis également de l'Union européenne qui a audité le fichier. Et ce comité d'experts est arrivé à des conclusions. Il y a assez d'anomalies, beaucoup de lacunes dans le fichier électoral guinéen, et c'est ce qui fait qu'en dehors des recommandations sectorielles qui sont au nombre de 77, dont les 44 concernent justement l'inscription des électeurs sur le fichier et la gestion de la base de données, ils ont formulé 4 recommandations fortes. 2 à mettre en œuvre à très court terme et avant l'organisation des élections législatives, et 2 autres, un à moyen terme et l'autre à long terme. Donc nous étions attachés à cela. La CENI avait un autre schéma qui ne permettait pas, en tout cas, de respecter à la lettre la mise en œuvre des recommandations telles que formulées par le comité d'experts. Et donc à Kindia, nous sommes sortis sans avoir une conclusion par rapport à cet état de fait. La CENI avait promis qu'il allait y avoir un comité interparti à Conakry pour nous permettre, en tout cas, de nous exprimer par rapport à un certain nombre de choses, notamment le fichier, notamment la mise en place des démembrements de la CENI, mais également la présentation des défis organisationnels par rapport aux différents départements de la CENI, en relation avec, bien entendu, la mise en œuvre du chronogramme pour aller aux élections législatives. De l'autre côté, il n'y a pas eu de date par rapport à l'organisation des élections législatives. Ça aussi, nous l'avons déploré. La CENI a présenté, si vous voulez, ce qu'on a appelé un avant-projet de chronogramme avec des familles et des sous-familles d'activités et étalé en 235 jours. Et à date aujourd'hui, on ne connaît pas est-ce que ce avant-projet de chronogramme tient toujours à ces 235 jours ou bien suite à une réévaluation, on peut aller au-delà de 235 jours. Ce qui veut dire, non seulement au niveau du comité de suivi, parce qu'il ne se retrouve pas, il n'y a pas de concertation, mais également entre les acteurs politiques, c'est-à-dire les parties prenantes au processus électoral que nous sommes de la CENI, actuellement il n'y a pas de concertation, il n'y a aucun dialogue entre nous. Alors, la dernière sortie de votre formation politique avec les autres formations politiques de l'opposition, vous dénonciez le recrutement d'un opérateur technique qui sera chargé d'assainir le fichier électoral. Qu'en est-il? Oui, nous avons dénoncé la procédure qui a été lancée pour aboutir au recrutement d'un opérateur technique. Vous savez que la CENI doit organiser la révision du fichier électoral et conformément à l'accord politique du 12 octobre 2016, elle doit intégrer les recommandations de l'audit qui a été fait du fichier électoral pour que les anomalies soient corrigées et que
les Guinéens qui ont eu 18 ans soient pris en compte dans le fichier électoral, parce que vous savez que depuis 2015, pratiquement il n'y a eu ni révision ordinaire, ni révision exceptionnelle dans notre pays. Ça fait que plus de 4 générations ont plus de 18 ans et doivent intégrer le fichier électoral guinéen. Donc, par rapport à ça, la CENI s'est enfermée vraiment dans une opacité sans pour autant mobiliser les parties prenantes au processus électoral pour se lancer dans une procédure illégale et opaque. Illégale parce que c'est une procédure qui viole systématiquement le code des marchés publics. Opaque parce que normalement, à la veille de la mise en œuvre de chaque étape clé du processus électoral, surtout en ce qui concerne le recrutement d'un opérateur qui doit se charger de la révision du fichier électoral, les parties prenantes doivent se retrouver avec la CENI pour que des informations soient données et que tout le monde de façon consensuelle se lance dans la même direction, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous avons dénoncé à l'occasion de la conférence de presse qui a été tenue le 12 juin dernier. Le problème, c'est la CENI dans son ensemble ou plutôt c'est son président? Non, c'est la CENI, elle est indissociable. Vous avez vos représentants pourtant au sein écoutez, la CENI, non, c'est la CENI. Il y a la CENI, il y a des commissaires qui ont prêté serment, qui sont des commissaires de la CENI. C'est vrai que la composition de la CENI, vous savez que c'est les politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, mais également société civile et l'administration. Mais à date, nous avons une commission nationale électorale indépendante, qui est la CENI, des commissaires qui ont prêté serment. C'est vrai que nous savons depuis Kindia qu'il n'y a pas tout à fait la sérénité dans l'équipe, parce que il y a des gens qui sont contre la violation des procédures, qui sont contre la violation des lois de la République. Être commissaire, être neutre, respecter son serment ne veut pas dire valider systématiquement la violation des lois de la République. Un commissaire ou des commissaires, si la loi est violée à l'intérieur de la CENI, ils doivent se désolidariser et prendre position. C'est vrai qu'il y a un règlement intérieur qui dit comment il faut le faire, à quel niveau le commissaire peut porter ses griefs et ses revendications. Il y a les réunions des départements, il y a les plénières, mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, avec en tête M. Amadou Salif Oukébé, qui, en dehors de toute plénière de la CENI, s'est envolé pour Paris, pour prendre contact avec des sociétés, avec des fournisseurs de kits d'enrôlement et de matériel lourd, comme on a dit, et en violation de toute procédure, s'est retrouvé là-bas pour parler avec les responsables de ces sociétés-là. Nous savons qu'à l'intérieur de la CENI, il y a des commissaires qui ne sont pas tout à fait en phase avec cela, mais aujourd'hui, nous accusons l'institution avec à la tête son président. Qu'est-ce que ça fait quand ces commissaires-là ne dénoncent pas cela, cette démarche? Non, mais disons que les commissaires, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, sont en train de le dénoncer, parce qu'au niveau de la CENI, il y en a qui se sont désolidarisés, mais je crois que quand cela arrivera, quand il y aura réellement la nécessité de sortir pour se désolidariser, il y en a qui vont le faire. À Kindia, nous avons suivi dans la salle de rencontre, dans la salle de retraite, il y a des commissaires qui ont pris le micro pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le reste des commissaires de la CENI qui ne voulaient pas qu'on applique intégralement les recommandations de l'accord. Ce sont des dénonciations. Et si ça n'arrive pas à marcher, quelle solution avez-vous en tant que parti principal de l'opposition? Bon, disons que d'abord ce qu'il faut saluer, c'est que tous les partis de l'opposition politique se soient réunis autour de cela. Ce n'est pas une revendication qui est de l'UFDG. Vous avez vu au niveau de la conférence de presse, il y avait l'UFR, il y avait l'UFDG, il y avait le BL, il y avait le PDN, il y avait le PADES, il y avait de nouveaux partis, notamment le parti de Eli Kamano. Il y avait beaucoup de partis politiques de l'opposition qui dénoncent avec nous, l'UFDG, cette procédure-là. Je pense que le moment venu, actuellement, la CENI est en train de continuer, ils ne se sont pas arrêtés, ils sont en train de continuer, les leaders vont se retrouver et des dispositions seront prises par rapport à cela, parce que le fichier électoral, c'est l'élément moteur, gage de crédibilité, de sincérité et d'intégrité de toute élection qui sera organisée dans notre pays. Peut-être moi, ma dernière question, c'est le FNDC, votre formation politique, comme beaucoup d'autres formations politiques de l'opposition, sont engagées dans ce combat-là qui veut empêcher soit une nouvelle constitution ou un troisième mandat pour M. Alpha Condé. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nzérékoré, à Kindia, notamment à Mafereya. Aujourd'hui, il y avait un procès à Nzérékoré. Vous avez écouté peut-être l'issue du procès ou si vous êtes informé de ce qui s'est passé du côté de Nzérékoré?
Bon, disons, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés sur le terrain parce que le gouvernement veut coûte que coûte museler l'opposition, veut coûte que coûte museler toute velléité ou toute forme, en tout cas, de protestation par rapport aux violations des lois de la République. Nous sommes dans un paradoxe dans ce pays, la Guinée, parce qu'ici, on étale le tapis rouge, on déroule le tapis rouge pour ceux qui violent la loi, pour les violeurs de loi de la République, pour les voleurs, mais quand il y a des Guinéens dignes, quand il y a des Guinéens intègres qui décident de se dresser contre la mauvaise gouvernance, de se dresser contre la violation des lois de la République, ces Guinéens sont traqués, comme le disent certains ministres de la République, certains membres de la mouvance, jusqu'à leur dernier retranchement, ils sont trimballés en justice, il y a des procès expéditifs qui sont faits, ils sont condamnés soit à une peine de prison ferme ou bien à une peine assortie de celle-ci avec des amendes. C'est dans ce pays-là qu'on voit cela. Ce qu'il faut dire par rapport au dernier cas de Zérékoré, c'est que nous tenons d'abord à saluer la démarche entreprise par le Front National pour la défense de la Constitution, le fait d'avoir refusé d'être muselés, qui sont passés outre les arrogances du gouverneur, du préfet et du maire de Zérékoré, qui ont manifesté malgré qu'il y ait eu des violences préméditées et entretenues par les autorités, par les forces de l'ordre de Zérékoré. Je rejoins un peu Maître Béa, qui a regardé le procureur de Zérékoré dans les yeux pour lui dire que les violences qui ont été entretenues à Zérékoré, c'est eux qui sont les commanditaires. Parce que s'ils avaient mis en mouvement l'action publique contre le gouverneur, contre le préfet, qui ont tenu des propos qui incitent à la haine et à la violence, on n'aurait pas enregistré ce qui s'est passé à Zérékoré. Mais malheureusement, on s'attaque, on laisse de côté ceux qui incitent à la haine et à la violence, on s'attaque aux paisibles citoyens, aux pauvres populations qui défendent notre Constitution. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure sur les grandes gueules l'un des représentants du FNDC qui disait que malgré l'accord qui a été trouvé, malgré que dans l'accord il était dit que le gouvernement, à travers le préfet et le gouverneur, renonçait aux poursuites engagées contre les membres du Front, il y a quand même quelqu'un qui a été arrêté ce matin dans son bureau, un membre du FNDC. Alors c'est une violation flagrante. À quelques heures de la signature de l'accord ou après la signature de l'accord, il y a que déjà les violeurs de loi violent déjà comment je vais dire, l'accord qui a été trouvé entre le FNDC et les membres du gouvernement azérois. On vous apprend que l'accord a été remis en cause, c'est la dernière nouvelle. Oui, justement, j'ai suivi le représentant du FNDC au niveau des grandes gueules, mais c'est eux qui ont remis en cause l'accord, c'est pas le FNDC. Quand on signe un accord et que dans l'accord il y a un point qui stipule que vous renoncez à poursuivre les gens et qu'après 30 minutes après ou une heure de temps après vous partez les arrêter dans leur bureau, là vous remettez en cause l'accord carrément. Merci honorable. Merci beaucoup. Merci.